Donc bonjour à tous, merci Elliot de m'avoir posé cette question. C'est vrai que c'est agréable de faire un peu des sujets qui changent. L'objectif, ça va être vraiment de regarder quels sont les risques. Elliot a constitué un événement orienté Black Hat. Black Hat, c'est-à-dire ne pas faire ce que Google dit. Et derrière, il y a effectivement des risques et on va essayer d'étudier les risques qui sont liés au netlinking. Alors, on va commencer par revoir un peu ce que dit Google, quelle est l'éthique du web. On aurait pu parler aussi d'immunité du web, on va le voir qu'on ne prend pas forcément énormément de risques, même s'il y en a, et qu'on peut se faire taper sur les doigts très fort. Google nous donne des consignes qu'on doit respecter. C'est les guidelines de Google, elles sont très importantes, et il vaut mieux y être vigilant et les connaître. Ah, excusez-moi, j'ai des petits problèmes de télécommande. La première, c'est de ne pas utiliser des contenus autogénérés. Ça tombe bien, on vient de vous en parler avec abondance. Voilà. Effectivement, il va y avoir des techniques pour générer des revenus qui vont être utilisés, mais on va voir aussi qu'il y a des grands qui l'utilisent. Voilà. J'ai pris une petite ville de Bretagne perdue au fin fond du Finistère, Argol, 599 votants. Pendant les élections, on avait, j'ai un peu de retard sur les, désolé, 46 000 pages qui existaient. La première étant l'Express. Si on va sur cette page, on a les résultats des élections. Et ils nous expliquent qu'ils ont utilisé du texte autogénéré, donc ils disent ne pas avoir respecté les règles, pourtant ils ne sont pas punis. Et ils le font, et ils génèrent des milliers et des milliers et des milliers de pages comme ça, automatiquement, avec des outils de génération automatique de contenu. Deuxième règle, ne pas participer à des systèmes de liens, c'est-à-dire de faire du netlinking, ou d'acheter des backlinks, ou de négocier des backlinks, ou faire tout ce qu'on veut pour avoir des liens du jus. On parlait de DR tout à l'heure, de domaine référent. Qu'est-ce qu'un système de liens selon Google ? D'abord, ne pas acheter ou vendre de liens pour modifier son classement PageRank. Le PageRank, c'est une des composantes que Google utilise pour voir quel est le positionnement de votre site. C'est les liens vous transmettent du PageRank, il y a un calcul qui est fait. Voilà. L'échange de biens ou de services contre des liens aussi, c'est interdit. Donc, tiens, je vais te donner un petit cadeau et puis tu vas me faire un lien. Ben non, c'est interdit par Google. Le public rédactionnel, ce que font les journaux, les articles sponsorisés, c'est interdit également. Et puis également d'avoir des petites annonces avec un lien, donc en dofollow, c'est-à-dire qu'il va faire passer du PageRank, c'est également interdit. On reparlera de cet exemple en fin de ma conférence. Voilà. Petite question, on aurait pu gagner une bouteille de champagne, mais j'ai pas prévu. Quel est le point commun entre 80% de ces marques que vous voyez ici ? J'ai dit 80% puisqu'il fallait mettre qui ne... Ils vendent des liens, voilà. Pas tous, Dedans, il y en a 20% qui ne le font pas. Comme ça, je n'ai pas fait de dénonciation. Mais beaucoup de grandes marques vendent des liens et pourtant, ils ne sont pas pénalisés par Google pour le fait. Et si on regarde... alors, dans la vente de liens, on va distinguer vraiment l'achat pur et dur de liens, le netlinking, l'achat de backlink, on paye des liens pour avoir du SEO, et puis des choses qui vont être plus enfin pas officiellement, mais acceptables, on va dire, qui va être l'influence. On va payer un blogueur, lui faire un cadeau pour qu'il fasse un lien. On a vu tout à l'heure, c'est complètement interdit par Google, et puis même si on regarde Cision, qui est une plateforme de mise en relation entre les agences de presse et puis les éditeurs de sites, bah voilà, eux-mêmes disent, les éditeurs, ce qu'ils préfèrent, c'est à 69% des cadeaux, à 62% des contenus sponsorisés et à 50% des posts sponsorisés. Donc ils affichent la couleur, ils monétisent la rédaction de leurs articles. Et on peut avoir plein de cadeaux, des voyages, des cosmétiques, des choses comme ça, c'est très très courant. Alors, maintenant, on va regarder un peu plus les risques dont j'ai pris un exemple. J'ai pris la requête Louboutin pas cher. Bien sûr, Louboutin ne fait pas de solde et les Louboutins ne sont pas chers. Si on regarde, on a ici un site qui s'appelle La Flotte Française qui remonte. Alors cette slide, je l'avais fait il y a quasiment un an, mais ils sont toujours positionnés. C'est pour vous montrer que le risque est assez limité.
Voilà, ils ont un peu de trafic et ils ont des domaines référents, donc des sites qui leur font des liens. Et on voit ici avec notre courbe qu'ils ont eu énormément d'un coup, qui sont redescendus, mais ils sont toujours premiers sur la requête. Donc clairement, hein, si d'un coup comme ça, on a 300 sites qui nous font des liens, c'est pas naturel. C'est du spam, ça a été fait de façon automatique, mais ils sont toujours présents. Et puis si on clique sur ce lien, pardon, donc on voit que leur trafic, hein, leur spam avait commencé ici, et on voit que leur trafic continue à monter, hein, donc il n'y a pas eu d'impact. Voilà, ici on clique, on arrive sur Louboutin 2017, et en regardant un petit peu, on voit très bien que c'est un site de contrefaçon, il y a plein de fautes d'orthographe, il y a tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec du Louboutin, mais ils sont toujours présents sur la requête. Donc c'est des stratégies un peu poussées, mais c'est pour vous montrer que finalement, même en faisant des choses un peu crades sur des marques qui se protègent et qui se battent pour défendre leur marque, les gens arrivent à quand même se positionner. Alors c'est pas du tout ce que je vous invite à faire, c'est complètement illégal et ne faites pas de contrefaçon, mais sérieusement, c'est un poison pour l'économie et c'est un poison pour le web. Mais c'était pour vous montrer que la prise de risque, même quand on fait les choses de façon très très crade, est assez limitée. S'inscrire dans des annuaires, hein, on le fait tous. Au départ du web, effectivement, les annuaires étaient utilisés par des visiteurs qui allaient sur un annuaire et qui allaient chercher des idées de sites dans les annuaires, mais plus personne n'utilise un annuaire pour aller chercher un site. Si on s'inscrit dans un annuaire, c'est pour avoir des backlinks. Je connais personne qui fait ça pour autre chose. Je me trompe? Si. Voilà. Et ben voilà, sur Gralon, qui est un énorme annuaire français, il y a 160 000 sites qui sont inscrits. Ils n'ont pas tous été pénalisés parce qu'ils ont été s'inscrire dans un site pour obtenir du PageRank. Alors, normalement, si on achète un lien, on achète un article, on a le droit de le faire. Hein. C'est pas interdit d'acheter, de payer une marque pour qu'elle publie un article sur son site qui parle de nous et qu'elle fasse un lien vers nous. Mais on devrait utiliser la balise nofollow. C'est-à-dire que dans notre lien, on devrait indiquer au moteur de recherche qu'il ne faut pas tenir compte de ce lien pour son classement. On vient d'avoir une petite actualité il y a 2 mois maintenant, où il y a 2 nouvelles balises qui sont apparues, qu'on devrait utiliser en théorie, hein, sponsored, donc pour bien préciser que le lien a été acheté et payé, et donc on ne doit pas tenir compte de ce lien pour un moteur de recherche. Et puis il y a la balise User Generated Content, UGC, c'est pour dire, voilà, sur mon site, il n'y a pas que moi qui rédige, il y a aussi d'autres rédacteurs qui viennent, et je ne suis pas maître de leur contenu. Donc eux, leur lien, je ne sais pas ce que c'est. Donc il ne faut pas en tenir compte, c'est pas comme si je votais pour eux. Voilà. Donc ces nouvelles balises, il n'y a pas d'incentive de Google à les utiliser, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bonus si on les utilise, et il n'y a pas de pénalité si on ne les utilise pas. Maintenant, les nouvelles règles voudraient qu'on les utilise, et puis ça va évoluer, et ce serait censé donner un tout petit peu de quelque chose. Donc très certainement que les grands médias, plutôt que de mettre du nofollow, vont l'utiliser, mais on verra ce que ça donne en termes d'utilisation. Voilà, c'est un peu l'actualité autour des liens. Alors, là, on a vu un peu le côté immunitaire. En fait, ce qui est intéressant dans une problématique, c'est de prendre un peu de recul et d'essayer de comprendre quels sont les vrais enjeux. Et donc, derrière, Google, c'est une machine économique, hein, c'est une des premières capitalisations boursières au monde, c'est une des plus grosses entreprises, c'est devenu un élément incontournable de tout marketing. Voilà. Par le passé, un serrurier, il faisait déjà du keyword stuffing, hein, il s'appelait AA serrurier pour être en première page dans les pages jaunes. Et puis, il faisait aussi du spam de boîte aux lettres. Et à cette époque-là, en euros constants, hein, c'est-à-dire si on était toujours à cette époque, une ouverture de porte, ça coûtait 250 €. C'était déjà cher. Et puis maintenant, dans l'ère Google, malheureusement, si on veut être présent sur Google que les gens font leurs recherches, dans certaines villes, c'est 100 € le clic. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serrurier, il a dû monter ses prix. Aujourd'hui, sur Paris, une ouverture de porte, c'est entre 600 et 750 €. Qui est le voleur? Qui est responsable de la situation? C'est le serrurier qui abuse ou c'est le serrurier qui doit acheter ses visiteurs à 100 €, sachant que c'est pas parce que la personne a cliqué sur une annonce qu'elle va convertir et demander une ouverture de porte.
Voilà, c'est juste une question que je pose. Où est la vraie problématique? Alors, derrière, si on se met à l'échelle de Google, donc effectivement, ils ont pris une part hégémonique dans certaines parties du marketing. Excusez-moi, on est parti trop vite. Donc, le volume de recherche est énorme, incommensurable. La problématique de Google aujourd'hui, c'est pas d'être le meilleur moteur de recherche. Ils le sont déjà, tout le monde utilise Google, on est satisfait par les résultats, 75% des gens trouvent ce qu'ils veulent sur la première page, on n'a plus besoin, comme avant, de taper plusieurs mots-clés pour trouver quelque chose. Donc c'est plus ça le vrai enjeu de Google. Ils y sont vigilants, ils font tout pour être toujours le meilleur moteur de recherche, mais leur problématique, elle n'est pas là. Derrière, ils vont avoir d'autres problématiques sur la search vocale, où là, ils ont des vrais concurrents type Amazon qui vont commencer à leur prendre des parts de marché. Voilà. Mais sur le search classique, ils ont cette position hégémonique, leur moteur fonctionne bien, ils continuent à l'améliorer, mais ce n'est pas une stratégie, il n'y a pas de challenger véritablement, en tous les cas en France, et puis dans la majeure partie du monde. Par contre, la vraie problématique, c'est l'augmentation de sites dans le monde. Vous voyez, alors ici on a une chute entre 2012 et 2014, donc c'est les données de Internet LiveStat, mais c'est que simplement ils ont retiré 40 millions de sites qui étaient sur 242 IP, donc c'était la même personne qui avait plein de sites, ça n'avait pas de sens. Et puis 75% des sites dans le monde sont en fait des sites parking, ne sont pas utilisés. Mais on voit quand même des données exponentielles, donc le nombre de sites, le nombre de pages augmente, et le problème c'est une problématique énergétique de coût. Ce qui coûte cher à Google, c'est de maintenir des serveurs, d'analyser les relations entre toutes les pages, d'analyser les contenus continuellement, et c'est ça sa vraie problématique. La problématique est énergétique. Google pourrait faire tous les calculs qu'ils veulent, simplement ils vont juste limiter les calculs à ce qui est essentiel et important. C'est pour ça, voilà, c'est ça qu'on fait souvent de la parano en référencement, en imaginant qu'ils vont vérifier plein de choses, mais non, ils n'ont pas besoin de tout vérifier, ils utilisent les données dont ils ont besoin pour avoir un classement qui est bon. Pour vous donner un peu quelques chiffres sur la consommation énergétique d'Internet, Internet, c'est le 3e pays le plus gros consommateur d'électricité dans le monde, après les États-Unis et la Chine. 15% de l'électricité dans le monde est consommée pour Internet. Un data center en France, c'est l'équivalent d'une ville de 30 000 habitants. Donc alors c'était des données de 2016, hein, donc les 182 data centers qu'il y avait en 2016, et je pense qu'il y en a beaucoup plus maintenant, c'était l'équivalent de 8% de notre consommation électrique. Et voilà, les recherches de Google, c'est chaque jour 1000 allers-retours Paris-New York en consommation de CO2. Voilà, donc c'est vraiment cette dimension-là qu'il faut prendre. Et quand on fait des actions massives, donc là je vais mettre un peu le pied dans le plat de Black Hat, il n'y a pas de problème, on peut faire quelque chose, un modèle économique, et ce que nous expliquait Romain juste avant, voilà, c'est-à-dire qu'il a une logique, c'est-à-dire qu'il utilise les failles de l'algorithme de Google pour construire un modèle économique, ok, ça passe. Mais d'envoyer des tonnes et des tonnes de choses finalement pour rien, on est en train de faire tourner des centrales nucléaires pour rien, et ça peut être plus problématique. Donc ça, c'est juste de l'éthique, et je pense qu'il faut quand même y réfléchir, hein. C'est bien beau de générer des millions de sites ou de pages automatiquement, mais ça a un coût pour notre planète. Maintenant, c'est purement éthique. Par contre, pour Google, ça a un coût économique. C'est pour ça que dès qu'ils vont détecter des systèmes qui vont être énergivores et artificiels, ils vont les désindexer complètement, pour que ça ne coûte plus de ressources pour eux. Voilà. Désolé. Donc, maintenant qu'on a vu un peu les tenants et les aboutissants, on va aller réellement regarder ce qui se passe quand on se fait attraper, parce que effectivement, c'est pas la grande impunité, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, on peut se faire attraper et taper sur les doigts. On a eu quelques cas. Alors, malheureusement, c'est très difficile de retrouver des cas qui ont été communiqués sur des pénalités qui ont été transmises par Google, surtout pour des grosses marques, elles n'ont pas envie de communiquer dessus. Donc les exemples que je vous donne sont un petit peu anciens. On a la chance aussi d'avoir en France deux Juliens qui vont intervenir aujourd'hui, qui ont par le passé ou très récemment donné un petit peu d'infos. On a quelques cas, donc j'ai essayé de vous retrouver les différents cas où il y a eu des pénalités pour vous les expliquer et voir quelles sont les règles.
les réels risques. Donc, par exemple, Terflora avait été attrapé en 2013 pour des liens achetés. Et le site a été dégradé pendant 11 jours. Alors, la réaction était assez rapide, mais c'est des millions et des millions qui ont été perdus derrière. Le Washington Post, lui, avait été attrapé pour avoir vendu des liens. Donc eux, ils ont une dégradation du PageRank. Donc en 2007, Google transmettait encore la valeur PageRank. Hein, donc c'était assez facile de voir qu'ils avaient été dégradés dans leur PageRank. Mais derrière, si leur page d'accueil est dégradée, c'est tout l'ensemble du site qui est dégradé et tout leur trafic. Et ils ont mis plusieurs mois à s'en remettre. Et puis le site de BMW avait utilisé des techniques de cloaking. Et lui, s'était aussi fait désindexer. On ne retrouvait plus BMW en tapant BMW. Là, ça a été beaucoup plus rapide, 3 jours. Donc, Google, on fait une bêtise, il nous punit, il nous prévient via la Search Console, bien sûr, sans nous donner tous les détails. On corrige, il répare. Pour les grandes marques, ça va très vite. Pour nous, ça peut être beaucoup plus long. Alors, maintenant, notre sujet, c'est l'achat de liens. Il existe tout un tas de plateformes de vente de liens. On est plus d'une trentaine en France aujourd'hui. Et effectivement, voilà, on vous invite à faire des choses qui sont interdites par Google. On vous dit, acheter des liens, c'est bien pour votre référencement. On a eu des cas de plateformes qui ont déjà été pénalisées. Alors, il y avait TLA, Text Links Ads, qui est toujours, puisqu'ils sont toujours présents, un des principaux vendeurs de liens outre-Atlantique, qui a été pénalisé par Google. Alors, c'est pas eux qui ont été pénalisés, c'est les sites qui, sur TextLinks Ads, vendaient des liens. Et Matt Cutts, qui était le porte-parole de Google à l'époque, a été interrogé sur la question. Il y a une vidéo qui existe. Et en substance, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, les sites qui ont été pris à vendre des liens, on a dégradé leur PageRank de 30, 40 ou 50% en fonction de la gravité. Et donc, ils transmettent moins de jus. Et c'est une pénalité qui est plus légère qu'une rétrogradation où on fait disparaître finalement de l'index le site. Voilà, donc il y a un historique. Alors maintenant, TLA demande page blanche pour s'inscrire et on n'a plus accès au site pour savoir qui est dessus pour éviter que leur partenaire soit pénalisé. On a eu un cas en France, Buzzea, hein, qui était une plateforme de liens il y a pas mal d'années en France, qui s'est fait attraper par Google. Mais pour moi, ils sont responsables de ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on était éditeur sur Buzzea, qu'on publiait sur son site un article, on devait mettre dedans lien sponsorisé par Buzzea. Ou article sponsorisé. C'est-à-dire qu'on disait, comme on l'a vu tout à l'heure sur nos pages autogénérées, hein, coucou, vous avez vu, j'ai pas bien fait. Donc il faisait non seulement un lien vers Buzzea pour dire, vous voyez, moi je travaille pour Buzzea, et en plus vers le client qui achetait les liens. Donc là, tout le monde s'est pris une grosse claque. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder maintenant, avec le passé, où est-ce qu'on en est. Donc, Buzzea, même s'ils ont fermé, leur nom de domaine existe toujours, et on peut retrouver dans les historiques les liens qu'ils recevaient. Et donc, si on va regarder les domaines référents de Buzzea, on retrouve encore 189 sites qui leur font des liens sur articles sponsorisés. Ça veut dire que c'est des gens qui, à cette époque, vendaient des articles sur Buzzea et qui n'ont toujours pas retiré les articles qui étaient pénalisés par Google. Voilà. Donc, on va pas sortir plein de tableaux, hein, mais j'ai été regarder, c'est des sites qui existent toujours, ils ont encore un peu de trafic. Alors, les sites sont pas géniaux, mais ils sont pas blacklistés, ils sont pas à zéro, les sites existent encore. Par contre, les pages qui étaient fautives, elles ne génèrent rien du tout. Elles sont mortes, les pages. Mais ce n'est pas l'ensemble du site qui est mort, c'est les pages fautives qui sont mortes à l'intérieur. Alors, je me suis permis juste de prendre des choses qui ont été sur de la communication publique, hein, j'ai pas pu voir. Donc il y a Julien Gadano qui dernièrement a fait un tweet en indiquant qu'il avait 75 sites qui avaient été pénalisés par Google. Voilà, donc il a retourné les choses à son avantage en les réutilisant pour autre chose. Mais typiquement, on a un exemple de quelqu'un qui a plusieurs sites et qui s'est fait attraper sur certains de ses sites par Google et qui a été pénalisé. Les sites ont été déclassés. Donc, je me suis permis de vous mettre le tweet puisque c'est Julien qui l'a tweeté officiellement comme ça. Hein, donc voilà. Donc là, on a un exemple concret. Et merci à toi, Julien, de nous avoir transmis cette info et de ne pas l'avoir cachée et de l'avoir partagée. On a d'autres exemples
plus ancien. Donc tout à l'heure, il y a Julien Jiménez qui vous parlera, peut-être qui vous dira... Ah non, il ne vient pas finalement. Désolé. Voilà, lui aussi, merci à toi Julien d'avoir partagé cet exemple sur Internet. Donc si on recherche un peu, on retrouve, il a fait un article où il explique ce qui s'était passé. À cette époque, il avait lancé un site de vente de communiqués de presse, c'est assez ancien, puisqu'on voit on a encore les PageRank sur les sites, où il répondait à un besoin et la communauté était très contente. Et malheureusement, il donnait les noms de ces sites, il indiquait, voilà, je vends des liens sur ces sites. Et là, la pénalité a été très 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 rapide, et même il y avait toute une discussion dans la SEO-sphère où la pénalisation avait été étonnamment très très rapide, et on essayait de se demander un peu pourquoi. Donc voilà, mais pareil, Google dit on ne doit pas vendre de liens, et là, ouvertement, ce site vendent des liens à tel prix, en plus sur quelqu'un qui est connu dans la SEO-sphère et que ça échange avec tout le monde. Donc voilà, ils ont été pénalisés. Bien sûr, il a su rebondir. En plus, il a eu pas mal de soutien de la communauté à cette époque et il en a appris énormément de choses. Et je pense que Julien est un des plus parano sur la protection de ces sites et ça lui a servi d'expérience. Mais merci à lui d'avoir partagé cette expérience. On a eu un autre cas qui est peut-être un peu moins connu et qui est plus massif et qui pour moi est un cas d'école exceptionnel. On a un jour sur le forum de Google un gars aux États-Unis assez énervé qui a dit voilà, il y a un Français qui a un énorme réseau de sites et qui fait des liens. Et ce mec, il a été regardé, donc trouvé 700 sites, regarder quels étaient les clients qui arrivaient à recevoir des liens de ces sites. Et il a même fait un tableau avec les encres et quel site fait des liens et tout. Il a tout mis sur le forum de Google. Donc je dénonce 700 sites, je dis quels sont les clients et je dis quels sont les liens et qui fait des liens partout. Waouh. Voilà, donc je suis allé regarder un peu les clients, alors j'ai caché les noms, hein, mais et il s'est rien passé derrière. Voilà, par exemple, hein, c'est à peu près la période à laquelle s'est faite la dénonciation. On voit que ces stratégies de liens sont plutôt très efficaces, hein, les sites ont plutôt des belles croissances, et après la dénonciation, et même plusieurs mois après la dénonciation, il n'y a pas eu de chute de trafic. Et alors, je n'ai pas retrouvé le post, mais le propriétaire des sites m'a donné l'anecdote. John Muller a même été plus tard dans les discussions sur le forum dire mais non, ce n'est pas un réseau de sites. Voilà. Et si vous allez voir les sites, ils ont tendance à un peu tous à se ressembler. Donc, maintenant, il y a des actions qui ont été prises pour limiter la casse une fois qu'il y avait eu cette dénonciation. Mais voilà, ça vous permet de voir, je dirais, d'un côté, oui, il y a des risques, c'est dangereux. De l'autre côté, c'est quand même moins dangereux. Et si on revient à notre réflexion antérieure sur quelles sont les vraies problématiques de Google, c'est pas le fait que des gens aient acheté des liens sur ces sites qui pose problème à Google, parce que là, ça lui bousille pas des quantités de serveurs et de ressources énormes. Ce qui va poser problème à Google, et Google travaille beaucoup sur de la communication. C'est-à-dire qu'il va nous faire peur avec des effets d'annonce, ou par exemple, il a demandé à tout le monde de pas acheter en HTTPS, mais les tests qui sont faits jusqu'à présent, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, peut-être qu'on ont des points de vue différents, mais l'HTTPS n'impacte pas encore les positionnements. Mais on nous dit tous qu'il faut que les sites soient en HTTPS. Voilà. Donc Google marche beaucoup par de la communication, donc c'est interdit d'acheter des liens. S'il y en a qui le crient trop fort, enfin, pas qu'ils le crient trop fort, mais qui le montrent trop, effectivement, ils peuvent se faire attraper et se faire punir. Si on le fait relativement discrètement, on l'a vu tout à l'heure, hein, la majorité des grands sites de presse vendent des liens et ils n'ont pas de problème. Et heureusement qu'ils peuvent vendre des liens. Parce que Google a phagocyté toute la publicité sur Internet. Ils n'auraient pas ça, ils ne pourraient pas vivre. On n'aurait plus de contenu intéressant sur ces sites de presse, on ne pourrait plus regarder notre journal le matin sur notre téléphone. C'est ça qui les fait vivre. Voilà. Alors, je vous ai pris une petite étude de cas intéressante. Voilà, on est sur un site, donc ici sur ce graphique, on voit l'évolution du trafic et l'évolution du positionnement des mots-clés. On est plutôt sur des gros volumes de recherche, hein, c'est un pure player, alors bien sûr je ne vais pas donner de nom, vous m'en excuserez. Très belle croissance, en fait ils ont recruté un SEO hein, qui a fait du super boulot. Je pense qu'ils ne regrettent absolument pas leur recrutement. Et puis, fin septembre, le site se casse la gueule. Assez brutalement. Alors, ils étaient pas, ils sont encore gagnants, hein, mais il y a quand même une chute. Et donc l'idée, quand il y a une chute comme ça, c'est d'essayer de comprendre quelle est la cause de cette chute. Donc on va aller regarder le profil de lien.
montée brutale des liens. En plus, le SEO qui travaille, c'est plutôt un SEO hyper white hat, hein, donc il n'ira pas faire ça. Donc, bien sûr, il suit ce qui se passe, il regarde, il voit ça, il se dit « Waouh, on est en train de me faire du négative SEO, j'ai du spam, je me fais bombarder de liens, c'est à cause de ça que mon site s'est cassé la gueule. » Peut-être. Maintenant, la chute, elle est arrivée, on a vu 29 septembre, donc ça pourrait être ça, hein, c'est-à-dire qu'ils seront frais grillés, il y a plein de liens qui arrivent, mais c'est pas eux qui les font. Derrière, quand on reçoit plein de liens comme ça, il faut essayer aussi de comprendre quelle est la qualité des liens, est-ce qu'ils sont vraiment impactants ou pas. Donc, j'ai été regarder les encres de ces liens. Et effectivement, on a 455 domaines référents ici qui font des liens sur l'encre source. En fait, c'est quelqu'un qui a lancé plein de sites avec du contenu autogénéré. On en parlait tout à l'heure, mais je ne pense pas que ce soit dans cette équipe-là. Et sur des images qu'ils allaient ou pas prendre sur d'autres sites, ils mettaient un lien avec le mot source, faire des sites d'autorité quelconque. Donc ils bombardaient tout le monde comme ça, et puis eux ils mettaient des bases de données avec du contenu et des choses pseudo-théoriquement informatives. Par contre, les liens étaient en nofollow, c'est-à-dire que là sur ces 455 domaines référents, il n'y en a que 5 qui font du dofollow. Donc normalement, le moteur de recherche ne doit pas prendre compte ces sites-là. Donc, a priori, si le moteur fonctionne correctement, la pénalité ne doit pas venir de ces sites qui nous ont spammés, et ce ne serait pas du négative SEO. Mais pourquoi pas, hein, on se pose des questions. Alors, en allant regarder après ces sites qui font du contenu autogénéré, on se rend compte que beaucoup ont été désindexés très rapidement par Google. Il y en a encore qui sont un petit peu indexés, mais Google les détecte au fur et à mesure, les désindexe au bout d'un moment. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, Romain, sur la prime de fraîcheur. Hein, ça marche un moment, et puis hop, après ça descend. Par contre, je me suis intéressé donc, sur leur marque. Ils recevaient énormément de liens qui, eux, étaient en dofollow. Et voilà. Et donc, en particulier, deux gros sites partenaires, plus ou moins gros, hein, donc celui-ci qui a aussi énormément de trafic, leur faisait énormément de liens en dofollow vers la cible. Il n'y a pas de problème, même si ce qu'on appelle les liens site-wide. Donc un lien site-wide, c'est quand un site vous fait des liens sur toutes ses pages, c'est ce qu'on a souvent dans les footers, sont beaucoup moins efficaces que quelques liens bien placés dans un site, mais c'est pas interdit, c'est pas quelque chose qui est répréhensible par Google, ce ne serait pas une raison d'aller pénaliser un site et de le descendre comme ça. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la pub sur ces sites-là. Vous vous souvenez tout à l'heure, au début, dans les guidelines de Google, je vous disais, on ne met pas de publicité qui transmet du PageRank. Donc là, on était sur des publicités qui étaient publiées sur des sites, avec un lien dofollow, avec juste leur site, leur URL. Et quand Google a détecté que ces liens étaient des liens achetés, c'était de la pub, bah, il a coupé le PageRank. Voilà, donc là on a un bon exemple. Alors, maintenant, dans notre trafic, on monte, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur pub, donc ils reçoivent plein de PageRank, plus toutes les améliorations techniques qui sont faites, tout se mélange. Et puis à un moment, Google détecte que ces liens sont artificiels, il coupe le jus, et pouf, bah, le PageRank qui était transmis descend, c'est pour ça qu'on est descendu d'un palier. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont perdu le PageRank de ces liens-là. Et la pénalité s'est arrêtée, le site n'a pas continué à descendre jusque dans les limbes, mais c'est le PageRank qui était en trop, a été coupé. J'avais l'année dernière, lors d'un SEO Camp avec Alan, on discutait avec Vincent Courson, le porte-parole de Google, et qui nous expliquait que en fait, Google avait changé sur sa politique de... Avant, voilà, c'était, il jouait un peu au chat à la souris, je t'ai attrapé, je te préviens. Maintenant, non, ils nous attrapent, ils disent rien, ils coupent le jus. Grosso modo, donc si vous achetez des liens, que ce lien est détecté comme artificiel, Google va couper le PageRank. Mais il ne va pas aller vous blacklister et vous descendre votre site. Pourquoi? Parce que sinon, on pourrait faire du negative SEO. Je prends l'inverse qu'on a vu tout à l'heure. Au lieu de mettre mes liens en nofollow, je les mets en dofollow, j'envoie 500 domaines référents vers mon concurrent, je le torpille, il tombe. Et Google ne veut surtout pas ça. Ce serait beaucoup plus facile de faire descendre les autres que de bien travailler pour soi. Donc ce serait une plaie pour Google. Le negative SEO existe. On en parlait l'année dernière, je me souviens de Ninja Leaker qui nous expliquait des techniques justement de vol de contenu. Mais voilà, d'envoyer plein de liens vers un concurrent, c'est pas ça qui va le faire descendre. Peut-être que ça va le faire monter parce qu'au début il va recevoir du jus,
Mais après, le jus va redescendre parce que le Google ne tiendra pas compte du jus artificiel. Voilà, donc j'ai fini ma petite explication sur les dangers du netlinking, et s'il y a des questions, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Est-ce qu'il y a des questions ? À sphère SEO, par exemple, de la prochaine élection présidentielle américaine, le jour où quelqu'un va décider que Google ne fait pas les choses qu'il faut faire, par exemple Elizabeth Warren élue, est-ce que par exemple on se dit, tiens, il y a un risque qu'on dise à Google, stop, là, il y a des règles, vous imposez plein de trucs à tout le monde et on n'en veut plus. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce qu'il y a des débats là-dessus? Alors, en fait, la problématique de Google, c'est plutôt le côté trust, c'est-à-dire où ils sont des entreprises omniprésentes et qui regroupent plein de choses. C'est-à-dire que si Google était démantelé par une loi antitrust, ce qui est leur risque, il y aurait toujours le moteur de recherche. Et nous, notre problématique, c'est le moteur de recherche. Le moteur de recherche fonctionne. Bon, je ne vous l'ai pas mis, mais dans les exemples que j'ai trouvés sur les grandes marques qui avaient été pénalisées, il y avait un concurrent de Google qui les avait attaqués en justice. Et il y a une jurisprudence qui dit Google, il fait ce qu'il veut, il est chez lui, c'est un service privé, on l'utilise, c'est pas un service public. Donc, il fait ce qu'il veut chez lui. Voilà, donc on n'aura pas de règles, à mon avis, juridiques qui diront non, Google, le moteur devrait fonctionner comme ça. Et puis, Google sont quand même très malins. D'une part, sur ce côté loi antitrust, aux États-Unis, Bing et Yahoo sont toujours présents et de façon assez importante. Ma perception personnelle, c'est qu'ils font en sorte de ne pas être tout seuls. Parce que Bing et Yahoo, on ne les retrouve pas dans les autres pays. Où on vient de le voir en France dernièrement, on a voulu leur imposer quelque chose pour les médias en disant non, il faut le consentement des médias pour vous leur voler leur contenu. Google leur a envoyé un message, si vous validez pas qu'on utilise vos contenus, on vous fait pas apparaître vos métadescriptions dans la SERP. Ils ont tous accepté. Voilà, donc Google est plutôt malin, mais juridiquement, c'est un service privé qu'on utilise, on est libre ou pas de l'utiliser. Voilà, donc je pense pas qu'il y aura de problème en tous les cas pour le search. Par contre, le fait que ce soit un gros conglomérat comme ça, oui, ça pourra un jour être démantelé peut-être. Alors, je suis malheureusement pas expert dans Google Actualité, puisque donc je vais pas être la bonne personne pour te répondre. Effectivement, souvent, en fait, quand on voit des pénalités sur des sites, on peut souvent se tromper. C'est-à-dire que là, on a eu l'été dernier la Medical Update, où il y a plein de sites qui se sont cassés la gueule avec des contenus, et j'ai vu plein de gens qui pensaient avoir subi la Medical Update, et en fait c'était une autre raison, mais comme c'était à peu près vers le mois d'août, le mois de septembre, ils se sont dit c'est ça. Donc derrière, Google c'est un algorithme, je suis désolé, je réponds pas directement à ta question, mais derrière il y aura des éléments de réponse. Google c'est un algorithme, c'est une formule mathématique. Certes elle évolue, mais il y a des raisons qui sont mathématiques derrière. Donc si on arrive à bien trouver les bons symptômes, on trouve la cause et on peut la corriger. Là, l'exemple que je vous ai donné, ce qui était intéressant, c'est que au premier regard, on se dit merde, c'est des salauds qui sont en train de me faire du négatif SEO et c'est pour ça que je tombe. Si on creuse un petit peu plus, c'est parce que tu as fait une petite bêtise de rien du tout, qui te coûte très cher et il suffit de la corriger. Voilà. Et pour moi, je pense que là où ils ont eu ce problème de pénalisation, c'est qu'en fait, il y a les trois facteurs qui se sont cumulés. D'un côté, il y a un SEO qui reprend en main le site et qui le fait décoller, avec une croissance qui est anormale. Vous avez vu la courbe, ça décollait comme ça. Après, paradoxalement, en même temps, il y a une augmentation de liens énorme. Bien sûr, il y a quelqu'un qui va regarder, et puis là, tiens, il y a ce lien-là, il n'est pas bon. S'il n'y avait pas eu ces trois facteurs, peut-être qu'ils n'auraient même pas été pénalisés sur leur publicité avec un lien qui était en dofollow. Voilà. Donc, maintenant, tes sites de presse, eux, leur approche de contenu, c'est toujours de l'actualité et du nouveau contenu. C'est-à-dire que on va être plus sur des approches de trafic liées à la fraîcheur du contenu, plutôt que sur
de la stabilité de pages qui se positionnent sur le long terme avec l'impact des liens qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que sur tes sites de presse, tu as le jus qui va venir sur la page d'accueil, enfin, qui est dans tout le site, et qui va se retransmettre sur les nouveaux articles qui arrivent, et puis tout le positionnement qui est un peu particulier, que je connais pas bien, des articles de presse, qui est légèrement différent que la SERP classique, qui est plus sur du long terme. Et voilà, donc ils sont pas directement impactés, et après ils vont descendre à l'intérieur du site. Donc eux, cet article ne va pas avoir de trafic, ou beaucoup moins par la suite, mais va être remplacé tout le temps par des nouveaux articles, et c'est ça qui va générer un ensemble de contenu. Donc on est plutôt dans quelque chose qui est très dynamique, alors que sur le SEO, entre guillemets, plus classique, sur un site e-commerce ou des choses comme ça, où on reçoit du jus, on a plein de pages avec des menus, des choses qui sont structurées, où on est sur quelque chose de beaucoup plus stable et de plus sur le long terme. Je pense que la différence doit pouvoir se trouver dans ce point-là, mais encore une fois, je ne suis pas expert sur la question et je suis désolé de ne pas pouvoir t'apporter une réponse plus précise. Ouais. Plutôt au referring domaine, quels sont vraiment les rapports? Alors c'est une très très vaste question, et chacun va avoir son point de vue. Donc d'une part, Google nous dit on ne doit pas acheter de liens, donc il ne va pas nous donner la recette et dire combien il y a de liens. Maintenant il va y avoir différentes écoles. Pour moi en tout cas, il vaut mieux être prudent et patient. C'est-à-dire que tu lances un site, n'envoie pas trop de liens tout de suite. Dans d'autres conférences, j'ai fait des slides avec des exemples d'un client qui, quand il lance un site, il était sur des sites pour des revenus Amazon dont on parlait tout à l'heure. Lui, il inscrit son site régulièrement dans des annuaires, et puis après, il va faire des liens plus stables, avec des liens plus thématisés dans son sujet, et aller construire son trust flow, des choses comme ça. Mais une stratégie de lancement de site, elle prend du temps. C'est-à-dire que vous... Voilà, soit on va avoir une stratégie très massive, comme Romain l'expliquait tout à l'heure, où on va aller surfer sur la prime de fraîcheur et on va y aller vraiment à la bourrin. Et il y a des techniques qui peuvent aussi fonctionner de lancer ça et de le maintenir, mais c'est assez difficile parce que ça demande des ressources énormes. Sur un lancement classique, pour moi, il vaut mieux être prudent et y aller petit à petit. On fait son site, on met du contenu, on reçoit quelques liens, et très peu, je sais pas, 3-4 liens par mois pour démarrer, c'est très bien et pas plus. Enfin, c'est mon point de vue et d'autres pourront le dire complètement différemment. Il n'y a pas de recette exacte. Je suis désolé de ne pas t'avoir donné. Et voilà, il y a pas mal de vendeurs de liens ici ou de SEO qui utilisent du netlinking. Chacun aura un avis et pourra en discuter avec toi. Et la recette magique? Mais je voudrais faire une conf dessus en fait et faire un gros test sur quel est le meilleur lancement de site. C'est mon rêve. On va faire la pause. J'ai un Avec petit jeu avant. Merci Mickaël en tout cas pour l'intervention. Merci à toi pour le sujet qui m'a beaucoup intéressé à préparer.